Le petit avion décolla sous un ciel gris qui semblait plus lourd que d'habitude. Aucune tempête n'était annoncée, mais l'air était chargé d'une tension inexplicable, comme si quelque chose d'invisible allait se produire. L'avion, un modèle léger utilisé pour les liaisons régionales, transportait 6 personnes. Il ne s'agissait ni d'un vol touristique, ni d'un voyage ordinaire. Chaque passager avait une raison différente, mais tous partageaient la même destination: traverser l'une des régions les plus froides et les plus imprévisibles des Alpes françaises. Le pilote expérimenté et méthodique examina ses instruments avec une attention inhabituelle. Il avait emprunté cette route des dizaines de fois, connaissait les vents et les courants traîtres qui serpentaient entre les sommets enneigés. Pourtant, ce matin de 1977, quelque chose clochait. Parmi les passagers, un couple évitait le regard des autres. Assis côte à côte, ils gardaient leurs mains proches l'une de l'autre, sans les entrelacer. Une tension palpable régnait, comme un problème non résolu, peut-être une décision à prendre avant l'atterrissage. Un peu plus loin, un homme d'âge mûr feuilletait attentivement un carnet. Il griffonnait des chiffres, s'arrêtait, barrait tout, puis recommençait. Son regard n'était pas celui de quelqu'un de distrait, mais celui de quelqu'un qui s'efforçait d'organiser quelque chose d'urgent. Une jeune femme regardait par la fenêtre, observant les montagnes qui se rapprochaient lentement. Son visage exprimait à la fois de la curiosité et une certaine inquiétude. Par moments, elle fronçait les sourcils, comme si elle cherchait à reconnaître quelque chose dans le paysage, quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Le dernier passager semblait le plus détendu. Adossé au dossier, les yeux mi-clos, il donnait l'impression de se reposer. Pourtant, ses doigts tapotaient rythmiquement sur l'accoudoir, selon un geste constant, presque calculé. La radio émettait un sifflement. Le pilote ajusta son casque. Tour de contrôle, ici, le vol 702. Nous entamons la traversée de la chaîne de montagnes. Visibilité réduite. La réponse a pris plus de temps que d'habitude. À son arrivée, il était déformé. Le copilote échangea un bref regard avec le pilote. Aucun des deux ne dit un mot, mais la tension monta d'un cran dans le cockpit. Les montagnes dominaient désormais le paysage. Des murs de glace et de roches s'élevaient comme des géants silencieux. Le vent se mit à pousser l'avion plus fort, provoquant un léger balancement. L'homme au carnet referma brusquement ses notes. La jeune femme à la fenêtre se pencha en avant. Le passager, imperturbable, cessa de tapoter du doigt. Quelque chose avait changé. Sans prévenir, une violente rafale de vent frappa le flanc de l'appareil. L'avion piqua du nez, obligeant tous les passagers à s'agripper à ce qu'ils pouvaient. Le copilote réagit promptement et ajusta les commandes. Des turbulences inattendues, dit le pilote, plus pour lui-même que pour les autres. Mais ce n'était pas tout. Les instruments ont commencé à présenter de légers dysfonctionnements. Rien de catastrophique, mais suffisamment gênant. Le compas tremblait, l'altimètre oscillait de façon erratique. La radio grésilla de nouveau. Cette fois-ci, il ne semblait pas s'agir d'une réponse de la tour. Cela ressemblait à autre chose, un son continu et irrégulier, presque comme une respiration lointaine. Le pilote a tenté de rétablir le contact. « Tour, vous recevez le message ?» Silence. La jeune femme à la fenêtre appuya sur la vitre avec la paume de sa main. « Il y a quelque chose là-bas. » Personne n'a répondu immédiatement. Le copilote regarda, mais ne vit que de la neige et du brouillard. L'avion pénétra dans une épaisse couche de nuages. La visibilité chuta brutalement. Tout autour devint un blanc oppressant, sans profondeur, sans repère. C'est alors que c'est arrivé. Un impact sec. L'avion tout entier a tremblé. Les alarmes ont commencé à retentir. Le pilote tira sur les commandes pour tenter de stabiliser l'avion. L'appareil répondit avec un certain délai, comme s'il était retenu par une force invisible. Un autre impact, plus fort. L'une des ailes vibrait violemment. À l'intérieur de la cabine, le chaos commença à se déchaîner, mais il n'y eut aucun cri, seulement un silence tendu et des respirations retenues. L'homme au carnet pressa l'objet contre sa poitrine. Le passager, resté calme, ouvrit complètement les yeux pour la première fois. Et puis, pendant une brève seconde, avant que tout ne disparaisse dans la tempête blanche, la jeune femme a vu quelque chose. Ce n'était pas une montagne.
Ce n'était pas un autre avion. C'était une forme sombre, immobile et énorme, partiellement cachée par la neige, mais bel et bien présente. L'avion a disparu des écrans radars quelques minutes plus tard. Les recherches ont commencé le jour même. Des équipes ont ratissé la région pendant des semaines. Des hélicoptères ont survolé les vallées, des alpinistes ont bravé des températures extrêmes et des chiens renifleurs ont été déployés sur les lieux d'impact les plus probables. Aucune épave n'a été retrouvée, aucun signe de vie, aucune explication. Au fil des mois, l'affaire a commencé à s'essouffler. Les rapports officiels attribuent la disparition aux conditions météorologiques extrêmes, une tragédie fréquente dans une région connue pour engloutir des avions sans jamais les retrouver. Mais il y avait des incohérences. Le dernier signal radio n'a pas été correctement enregistré. Les données météorologiques n'indiquaient pas une tempête d'une telle intensité. Et aucun fragment de l'avion n'a jamais été retrouvé, chose rare, même lors d'accidents survenus en haute altitude. Avec le temps, le vol 702 a cessé de faire l'objet de recherches actives et est devenu un dossier oublié, une histoire inachevée, un mystère figé dans le temps. 25 ans plus tard, durant l'hiver 2002, un alpiniste expérimenté décida d'explorer une région peu fréquentée des Alpes. Il ne cherchait rien de plus qu'un défi. Mais ce qu'il a découvert allait tout changer. Prisonnière de la glace, partiellement mise au jour par de récents mouvements glaciaires, se trouvait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Quelque chose de métallique, quelque chose de vieux. Et, en plus de cela, quelque chose qui ne semblait appartenir à aucun avion. L'hiver dans les Alpes françaises n'était pas seulement rigoureux, il était imprévisible. Les montagnes changeaient lentement de forme, comme si elles respiraient sous des couches de glace accumulées pendant des décennies. Des fissures apparaissaient là où régnait autrefois la sécurité, et les sentiers disparaissaient sans prévenir. Pour ceux qui connaissaient la région, rien d'inhabituel. Mais pour ceux qui sous-estimaient l'environnement, c'était presque toujours la dernière chose dont ils pensaient avoir tort. En 2002, lorsque l'alpiniste Laurent Dumas décida d'explorer un itinéraire peu documenté, il ne recherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Laurent était connu dans un petit cercle d'alpinistes pour sa discipline quasi obsessionnelle. Il évitait les sentiers fréquentés et privilégiait les zones délaissées, où le silence était absolu et les risques bien réels. Son intérêt pour ce point précis de la chaîne de montagnes n'était pas fortuit. Au cours des mois précédents, des rumeurs avaient commencé à circuler parmi les guides locaux. L'un d'eux évoquait des changements inhabituels dans la glace après un petit glissement de terrain. Un autre prétendait avoir aperçu quelque chose de brillant au loin, mais n'avait pas osé s'approcher par crainte de l'instabilité du terrain. Laurent a entendu ces histoires dans un refuge de montagne fréquenté par des guides expérimentés. Personne ne les a prises au sérieux. Dans les Alpes, ce genre d'histoire est monnaie courante, mais Laurent y a décelé des schémas récurrents. Il a étudié de vieilles cartes, analysé des relevés topographiques et recoupé des données sur les mouvements glaciaires. Il existait en effet une zone où la glace semblait avoir reculé plus que prévu ces dernières années, et c'est là qu'il est allé. L'ascension dura 2 jours entiers. Le froid était constant, mordant, mais pas inhabituel. Ce qui dérangeait Laurent, c'était autre chose, le silence. Même dans les endroits les plus reculés, on entendait souvent le vent bruisser sur les pentes ou le craquement lointain de la glace qui se dépose. Mais à cet endroit précis, le son semblait étouffé, comme si la neige absorbait tout ce qui l'entourait. Le 3e jour, parvenu à une étroite crête entre 2 formations rocheuses, il vit, tout d'abord, un simple reflet irrégulier. Puis, en s'approchant, il remarqua la surface métallique partiellement visible dans la glace. Ce n'était ni naturel, ni récent. Laurent a soigneusement dégagé la zone à l'aide de la pointe de son piolet. Le métal était déformé, mais conservait encore une partie de sa structure. Vieux rivets, peintures usées, fragments d'identification presque effacés. Il ne disait rien à voix haute, mais il savait ce qu'il voyait, épave d'avion. La découverte en elle-même était importante. On trouvait encore occasionnellement d'anciennes épaves dans les Alpes.
Mais ce fragment avait quelque chose d'étrange. La position. Il ne semblait pas être tombé là. Cela semblait placé, comme s'il avait été déplacé ou piégé dans la glace d'une manière anormale. Laurent continua d'explorer les environs. C'est alors qu'il a découvert le deuxième élément. À quelques mètres du métal, partiellement recouvert d'une couche de glace translucide, se trouvait quelque chose de sombre, différent. Cela ne reflétait pas la lumière comme le métal. Il s'est agenouillé. Avec des mouvements lents, il commença à enlever la glace de surface. Au fur et à mesure que je nettoyais, la forme a commencé à se révéler. Ce n'était pas du matériel, ce n'était pas des bagages, c'était bio. Laurent s'arrêta quelques secondes, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La structure ne ressemblait pas immédiatement à un corps humain, du moins pas clairement. Ses proportions étaient étranges, ses angles inhabituels, comme si elle avait été déformée ou altérée par le temps et la pression de la glace. Mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose d'attaché, un petit objet, enveloppé dans une bande sombre, peut-être du cuir, peut-être une autre matière détériorée. Laurent hésita avant de jouer. Mon instinct me disait de battre en retraite, de marquer l'endroit et de signaler la découverte. Mais la curiosité l'a emporté. Il a retiré l'objet avec précaution. C'était un cahier, vieux, congelé, partiellement conservé. Les bords étaient rigidifiés, mais les pages intérieures semblaient intactes. Laurent remit le cahier dans son sac à dos sans l'ouvrir. Il savait que cela allait tout changer. De retour au refuge quelques jours plus tard, leur découverte suscita des réactions immédiates. Certains guides reconnurent la description de l'épave. D'autres restèrent muets en entendant parler de la forme dessinée dans la glace. Un nom a refait surface. Vol 702. L'affaire était tombée dans l'oubli, mais pas pour tout le monde. Certains habitants plus âgés se souvenaient encore des recherches intenses qui avaient mobilisé la région en 1977. Des hélicoptères sillonnaient le ciel pendant des jours. Des équipes disparaissaient sur les pistes et revenaient bredouilles. Laurent a remis le carnet à un historien local spécialisé dans les archives de la région alpine. En décongelant soigneusement les premières pages, le contenu a commencé à apparaître. Remarques, nombres et des phrases courtes, écrites à la hâte. Ce n'étaient pas des récits de voyage ordinaires, on aurait dit des enregistrements d'événements se déroulant en temps réel. Le plus troublant n'était pas le contenu lui-même. C'était à cette date. Les notes allaient au-delà du jour de la disparition. Bien au-delà, comme si quelqu'un avait continué à écrire après la disparition de l'avion, et il y avait un autre détail. La même phrase apparaissait sur plusieurs pages, répétée de manière légèrement différente. Ce n'était pas un accident. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement au-delà du cercle restreint des alpinistes et parvint aux autorités locales. En quelques jours, la zone indiquée par Laurent fut isolée. Des équipes spécialisées furent dépêchées sur place pour évaluer la situation, mais l'accès demeurait extrêmement difficile. Le terrain était instable et le moindre mouvement brusque risquait de provoquer de nouveaux glissements de terrain. Laurent fut réquisitionné pour accompagner l'opération en tant que guide. Il n'appréciait guère cette attention, mais il savait que personne ne connaissait mieux cet itinéraire que lui à ce moment précis. Entre-temps, le carnet retrouvé a commencé à révéler des fragments inquiétants. L'historien responsable du matériel, Étienne Morel, a travaillé avec une extrême minutie. Chaque page a été traitée, chauffée lentement et analysée sous une lumière contrôlée. Ce qui semblait au départ un ensemble de notes décousues a commencé à former une suite cohérente. Les premiers enregistrements étaient techniques, calculs, coordonnées, observations rapides, probablement rédigées par l'homme que Laurent avait aperçu dans l'avion, celui qui griffonnait des chiffres avec insistance. Mais au fil des pages, le contenu changeait. Les phrases devenaient plus courtes, plus directes, très urgentes. Déviations inattendues, non autorisées. Il sait, nous ne sommes pas seuls. Ces notes ne suivaient pas une logique claire, mais une progression émotionnelle était évidente. Quelque chose s'était produit pendant le vol, quelque chose qui n'était prévu ni dans l'itinéraire, ni dans aucun plan. Lorsque Laurent est retourné sur les lieux avec l'équipe,
La scène paraissait encore plus étrange qu'auparavant. Grâce à l'équipement adéquat, ils ont pu dégager d'autres couches de glace autour de l'épave. D'autres fragments ont commencé à émerger, dispersés de manière irrégulière, mais pas comme lors d'un accident classique. En général, un impact aérien laisse une traînée, des débris dispersés le long d'une trajectoire, indiquant la direction de la collision. Pas là, les débris étaient concentrés en un seul endroit, compactés, comme si l'avion avait été comprimé. Un des entraîneurs s'appelait Laurent. Quelque chose était coincé entre deux plaques de métal. Il s'agissait d'un morceau de fuselage sur lequel on pouvait encore voir une partie d'une inscription. 702. Il n'y avait plus aucun doute. Ils avaient retrouvé l'avion disparu, mais cela n'a fait qu'épaissir le mystère. Si l'avion était là depuis tout ce temps, pourquoi n'a-t-il jamais été retrouvé? Les recherches menées en 1977 avaient couvert des zones beaucoup plus vastes, y compris des régions proches de celle-ci. Et il y avait un autre problème. L'état de l'épave ne correspondait pas à 25 ans d'exposition normale. La glace l'a certes préservée, mais elle a aussi laissé des marques spécifiques. Là, certaines parties semblaient trop récentes, comme s'ils avaient été exposés tout récemment, ou déplacés. Entre-temps, le carnet a révélé quelque chose d'encore plus inquiétant. Une suite de pages, apparemment écrites à intervalles différents, montrait un changement évident dans la perception de l'auteur. Il n'est pas tombé. On nous a amenés ici. Il ne veut pas que nous partions. Étienne appela Laurent pour lui montrer une des pages les plus récentes. L'encre était passée, mais restait lisible. La date inscrite en haut était impossible. C'était quelques jours après la disparition officielle. « Ça n'a pas de sens », dit Laurent en observant en silence. « Ou alors si, et c'est pire que ce que l'on imagine », répondit Étienne. De retour à la montagne, l'équipe a décidé d'étendre les fouilles autour de la zone où Laurent avait trouvé la forme organique. À l'aide d'outils thermiques et d'une précision chirurgicale, ils ont commencé à libérer ce qui était prisonnier de la glace. La structure commença à apparaître plus clairement. Il s'agissait en fait d'un corps, ou du moins ça l'avait été. Les vêtements étaient partiellement conservés mais déformés. Le tissu semblait soudé par endroits, comme s'il avait été exposé à une chaleur intense avant de geler. Le visage était méconnaissable, mais pas par décomposition ordinaire. Il y avait des distorsions inhabituelles. L'un des experts a renoncé. « Il ne s'agit pas seulement d'impact », murmura-t-il. Laurent observa en silence. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose dont personne ne parlait. Position du corps. Je n'étais pas allongé, même pas éparpillé. J'étais coincé debout, comme si elle avait été figée en plein mouvement. Puis vint la découverte qui changea le cours de la recherche. Plus de corps, pas dispersés, regroupés, à quelques mètres l'un de l'autre. Tout le monde dans une situation similaire. Tous présentaient le même type de difformité, et tous orientés dans la même direction, comme s'ils regardaient quelque chose, ou tentaient d'échapper à quelque chose. L'équipe a suivi cette direction. Le terrain se rétrécissait entre des formations de glace plus denses. La lumière y pénétrait à peine. L'air semblait plus froid, plus lourd. C'est alors qu'ils ont découvert la structure. Ce n'était pas naturel. Cela ne faisait pas partie de l'avion. C'était quelque chose de partiellement enfoui, avec des surfaces trop lisses pour être rocheuses, et des angles qui ne correspondaient pas aux formations géologiques typiques. La moitié de la structure était prise dans la glace. L'autre moitié, on aurait dit qu'elle avait été arrachée. Laurent s'approcha lentement. Le silence qui les entourait était absolu. Pas de vent. Aucun son. Seul l'écho lointain de sa propre respiration. Un des membres de l'équipe a tenté de toucher la surface. Au moment où son gant a touché la radio, toutes les radios ont crépité simultanément. Le même son que celui décrit dans le rapport de vol. Irrégulier, continu, presque comme respirer. Laurent se figea. Non pas à cause du froid, mais aussi parce qu'il était certain qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident oublié. Il s'était passé quelque chose là-bas. Quelque chose qui a commencé en 1977 et que cela n'ait peut-être jamais vraiment pris fin.
L'isolement de la zone cessa d'être une simple mesure de sécurité et devint une opération de confinement. L'information avait déjà commencé à fuiter, d'abord dans des forums spécialisés, puis dans de petits journaux régionaux. L'histoire d'un avion disparu retrouvé des décennies plus tard dans les Alpes suffisait à elle seule à attirer l'attention. Mais les détails, ceux-ci étaient encore soigneusement contrôlés. Laurent s'en est rendu compte avant toute annonce officielle. De nouvelles personnes commencèrent à arriver au refuge. Il ne s'agissait ni d'alpinistes ni de guides locaux. Elles portaient des vêtements discrets, mais transportaient du matériel qui n'avait rien à voir avec une opération de sauvetage classique ou une enquête civile. Ils n'ont pas posé de questions ouvertes. Ils savaient déjà ce qu'il fallait rechercher. L'un d'eux, un homme à la posture rigide et au regard attentif, demanda à parler en privé avec Laurent. « Vous avez été le premier à découvrir l'endroit, » dit-il sans ambages. « Je veux que vous décriviez précisément ce que vous avez vu, sans interprétation. » Laurent croisa les bras. « Je l'ai déjà fait. Recommence. » Le ton n'était pas agressif, mais il ne laissait aucune place au refus. Laurent décrivit chaque détail. Le métal, le corps, le carnet, la structure. L'homme écoutait sans l'interrompre, mais prenait note de certains points, notamment lorsque Laurent évoqua la position des corps et la forme étrange, partiellement enfouie. « Avez-vous touché la structure ?» demanda-t-il. « Non. » L'homme hocha lentement la tête, comme si cette réponse avait une certaine importance. « Continuez comme ça. » La conversation s'est arrêtée là. Aucune explication. Aucune pièce d'identité officielle. Encore des questions. Pendant ce temps, Étienne poursuivait l'analyse du carnet, mais son approche avait changé. Certaines pages étaient devenues inaccessibles au public. Certains passages, jugés non concluants, étaient isolés. Laurent s'en est rendu compte lorsqu'il a demandé à relire l'une des notes. « Je n'ai plus cette pièce disponible », dit Étienne en évitant son regard. Comme ça, ils nous ont demandé de restreindre le contenu. OMS. Silence. C'était la première fois que Laurent envisageait que ce qui se passait dépassait le simple accident mal expliqué. Parallèlement, une intrigue secondaire a commencé à se former entre les membres de l'équipe eux-mêmes. L'un des techniciens, nommé Marc, commença à se comporter étrangement après son premier contact direct avec la structure. Il évitait tout contact avec les autres, travaillait en silence et semblait parfois excessivement distrait, comme s'il entendait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Une nuit, Laurent le trouva à l'extérieur de l'abri, fixant la montagne en direction des fouilles. « Tu devrais te reposer, » dit Laurent. Marc n'a pas répondu immédiatement. « Vous avez entendu ça à la radio, n'est-ce pas ?» Laurent hésita. « J'ai entendu. » Marc hocha lentement la tête. Il ne s'agissait pas d'interférence. À votre avis, qu'est-ce que c'était? Marc a mis un certain temps à répondre. Cela semblait coordonné, comme un motif. Laurent fronça les sourcils. Un schéma? Oui. Ce n'était pas aléatoire, c'était répétitif, comme si cela essayait de communiquer quelque chose. Avant que Laurent puisse répondre, Marc se retourna et rentra à l'intérieur, mettant fin à la conversation. Le lendemain, il a demandé à être retiré de l'opération, sans explication claire. La tension montait. Parallèlement, une autre piste d'enquête a commencé à se dessiner. L'un des corps retrouvés présentait un détail inattendu, un objet attaché au poignet, partiellement dissimulé sous la glace. C'était une horloge, vieux mais encore fonctionnel. Lorsqu'il a été soigneusement retiré et analysé, quelque chose a immédiatement attiré notre attention. L'horloge ne s'était pas arrêtée en 1977. Il fonctionnait encore. Et ce n'est pas tout. L'heure indiquée ne correspondait à aucun fuseau horaire local. C'était comme si c'était précisément désynchronisé. Il ne sert à rien. Pas en retard. Tout simplement en décalage avec toute référence connue. Ce détail a ravivé l'intérêt pour les notes du carnet. Si quelqu'un a effectivement continué à écrire après la disparition, où étaient donc ces personnes pendant ce temps-là? Et surtout, pourquoi les a-t-on tous retrouvés au même endroit?
Une autre intrigue secondaire a commencé à prendre de l'ampleur lorsque d'anciens documents de l'enquête de 1977 ont été réexaminés. Un détail avait été négligé à l'époque, un reportage radio incomplet. Peu avant la disparition, une transmission partielle a été captée par une station secondaire. À l'époque, on avait considéré cela comme du bruit. Grâce à de nouveaux équipements, le son a été rétabli. Le contenu était fragmenté, mais certains mots ont pu être identifiés. Ce n'est pas une montagne. Ne réponds pas aux commandes. Nous suis. Et puis, le silence. Laurent a écouté l'enregistrement plus d'une fois. Chaque répétition rendait la situation plus claire. L'avion n'avait pas simplement rencontré une tempête. Quelque chose avait directement perturbé sa trajectoire. Parallèlement, la pression extérieure augmentait. La zone a commencé à être complètement bouclée. La justification officielle invoquait un risque géologique, mais Laurent savait que ce n'était pas la seule raison. La structure découverte dans la glace devint le centre de tout. Des fouilles plus poussées ont révélé qu'il était plus grand qu'il n'y paraissait au premier abord. Beaucoup plus grand. Et elle n'était pas seule. Des fragments similaires jonchaient les alentours, comme s'il s'agissait de parties d'un ensemble qui avait autrefois été entier. Quelque chose qui n'était pas un avion. Aucune technologie connue à l'époque, en 1977. La veille d'une décision importante concernant la poursuite de l'opération, Laurent retourna seul sur le site de fouilles. Il avait besoin de le voir de près, sans interférence, aucune commande, aucun filtre. À mesure qu'il s'approchait du bâtiment, le silence retomba sur lui. Mais cette fois, il n'était pas complètement vide. Il y a eu un bruit, très bas, quasiment imperceptible, mais présent. Le même motif irrégulier, comme une respiration, ou quelque chose qui essaie de rester actif. Laurent resta immobile, et puis il réalisa quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. La surface de la structure n'était pas complètement gelée. Il y avait des endroits qui étaient légèrement chauds, comme si quelque chose à l'intérieur fonctionnait encore. Le lendemain matin, l'opération a complètement changé de nature. Sans prévenir, la zone fut étendue et rigoureusement clôturée. Du matériel plus sophistiqué commença à arriver, transporté par hélicoptère lors de vols rapides et silencieux. La justification officielle restait la même. L'instabilité géologique, mais elle ne convainquait plus personne parmi les personnes directement impliquées. Laurent comprit qu'il perdrait le contrôle de la situation s'il n'agissait pas. Avant que la structure ne soit complètement isolée, il décida de retourner sur les lieux une dernière fois, seul. La route semblait différente, pas physiquement. La neige, les rochers, la glace étaient toujours là où ils étaient, mais l'atmosphère était différente. L'air semblait plus dense, comme si chaque pas demandait plus d'efforts que d'habitude. À son arrivée, il a trouvé quelque chose qui n'était pas là la nuit précédente. Une ouverture. Petit, irrégulier, comme si un morceau de glace avait cédé pendant la nuit. Et à l'intérieur, obscurité. Laurent s'approcha lentement. Le faisceau de sa lampe torche transperça l'entrée et révéla une surface intérieure lisse, semblable à l'extérieur de la structure, mais ornée de marques invisibles auparavant. Lignes, normes. Cela ne ressemblait pas à des fissures. Il semblait organisé. Il hésita quelques secondes, mais il a réussi à entrer. L'espace intérieur était plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Il n'était pas spacieux, mais ses dimensions ne correspondaient certainement pas à celles de la structure partiellement visible de l'extérieur. Le son était plus clair à l'intérieur. Le même motif irrégulier, plus fort, plus près. Laurent fit quelques pas en avant. La température a changé. Il ne faisait plus si froid. Ça n'avait aucun sens. À cette altitude, dans cet environnement, rien ne devrait être au-dessus de zéro. Mais c'était le cas. En avançant, la lampe torche révéla quelque chose au sol. Marque, pas du matériel, pas d'origine animale. C'était des empreintes de pas. Sciences humaines. Laurent s'arrêta. Les empreintes n'avaient pas été gelées depuis des décennies. Ils semblaient récents. Ils continuèrent vers l'arrière de la structure. Il déglutit difficilement et continua. Les trois couloirs débouchaient sur un espace plus vaste.
Les murs arboraient le même motif de lignes, désormais plus denses, plus complexes. Certaines d'entre elles émettaient une lueur très faible, presque imperceptible. Et alors, il vit. Une figure. Propriété. Frais. Laurent se figea. La silhouette était humaine, haut, maigre. Je portais quelque chose qui avait l'air vieux. Il n'a pas appelé. Il n'a pas bougé immédiatement. Le chiffre non plus. Le bruit ambiant augmenta légèrement, comme en réaction à sa présence. Donc lentement, la silhouette commença à bouger. Ce n'était pas une évolution naturelle. C'était strict, comme quelqu'un qui n'a pas déménagé depuis longtemps. Elle tourna partiellement son corps, et puis le visage apparut dans la lumière. Laurent sentit l'air quitter ses poumons. Il la reconnut, pas personnellement, mais d'après les descriptions, d'après d'anciennes photos présentées lors de l'enquête. Il était l'un des passagers du vol 702. Impossible. 25 ans s'étaient écoulés. Mais il était là, debout. Le visage était défiguré. Il y a eu des changements. La peau paraissait plus pâle, presque translucide par endroits. Les yeux, ils n'étaient pas concentrés, mais ils étaient ouverts. Et puis, quelque chose d'encore plus inquiétant s'est produit. L'homme a parlé. La voix était basse, irrégulière, comme si elle se reconstruisait à chaque mot. « Tu as mis trop de temps. » Laurent recula d'un pas. Mon instinct me criait de fuir, mais le corps n'a pas réagi. Où sont les autres ? Demanda Laurent avec difficulté. La silhouette inclina légèrement la tête. Ici. Le bruit autour de nous s'intensifiait. Les murs commencèrent à émettre une lueur plus intense. Et puis Laurent réalisa qu'il n'était pas seul. D'autres formes commencèrent à bouger dans l'obscurité. Ils ne venaient pas de l'extérieur. Ils étaient déjà là. Arrêt, j'observe. Les mêmes silhouettes humaines. Tout le monde. Depuis l'avion. Mais quelque chose clochait. Ils n'étaient pas seulement vivants. Eux non plus n'étaient pas morts. Ils semblaient être préservés, conservés, contrôlés. L'homme devant lui fit un pas de plus. Non, c'était un accident. Cette phrase faisait écho aux notes du carnet. Laurent recula d'un pas. Que vous est-il arrivé ? La réponse est venue, mais pas seulement de la personne au premier plan. Cela venait de partout, à l'unisson. Nous avons été choisis. Le son s'intensifia. Les murs vibrèrent légèrement. Et alors, Laurent a compris la vérité qui allait tout changer. La structure n'était pas qu'un simple objet. Elle était active. Et ces gens, leur arrestation n'est pas due au hasard. Ils étaient détenus là-bas, pour quelque chose qui fonctionnait encore. Et pire encore, que j'en avais encore besoin. La lumière augmenta brusquement. Le son devint une pulsation régulière. Et, pendant un bref instant, Laurent vit au-delà des chiffres. Au centre de la structure, il y avait quelque chose de plus important, quelque chose qui n'avait pas de forme définie. Mais clairement, je regardais en arrière. Laurent n'attendit pas d'autre réponse. L'instinct a finalement pris le dessus sur le choc. Il recula rapidement, manquant de trébucher, tout en gardant la lampe torche pointée vers l'avant, tandis que les silhouettes restaient immobiles, à les observer. Aucun d'eux ne la poursuivit. Aucun ne s'aventura au-delà de l'endroit où la lumière s'estompait. Mais le son continua, maintenant plus fort, plus rythmé, comme une pulsation constante résonnant dans les murs de l'édifice. Laurent se retourna et courut. Le chemin du retour lui parut plus long qu'avant. L'air se refroidit de nouveau à mesure qu'il approchait de la sortie, mais la sensation d'être observé ne le quittait pas. Lorsqu'il sortit enfin de l'ouverture, il tomba à genoux dans la neige, respirant bruyamment. Le silence extérieur revint. Mais ce n'était pas rassurant. C'était trop vide. Il n'a pas perdu de temps. Il est immédiatement retourné au camp de base. À son arrivée, il constata une activité inhabituelle. L'opération avait changé. On démantelait du matériel, on scellait des caisses, et les communications se faisaient par code court et direct. Quelque chose avait changé, et rapidement. Laurent alla directement voir Étienne. Ils sont vivants. Étienne leva lentement le regard. « Quoi ? Je l'ai vu à l'intérieur de la structure, tous, ou ce qu'il en restait. » Le silence entre eux était pesant. « Ce n'est pas possible, dit Étienne,
mais sa voix manquait de conviction. J'ai parlé à l'un d'eux. À présent, Étienne est véritablement figé. Qu'a-t-il dit? Laurent hésita un instant. Ce n'était pas un accident. Étienne ferma les yeux un instant, comme si cela ne faisait que confirmer ce qu'il craignait déjà. Avant qu'il ne puisse poursuivre, l'homme à la posture rigide réapparut. Cette fois, il n'y avait aucune formalité. « La zone sera complètement évacuée dans 1 heure », a-t-il déclaré. « Tout le monde doit descendre immédiatement. »« Non », répondit Laurent fermement. « Tu le savais, n'est-ce pas ?» L'homme le fixa sans expression. « Sais-tu quoi ? Qu'il ne s'agit pas seulement de décombres, qu'il y a des gens à l'intérieur. Une pause. Cours. Contrôlé. »« Il n'y a pas de survivants, » répondit-il sèchement. « J'ai vu. » Le regard de l'homme changea subtilement. Ce n'était pas une surprise, c'était un calcul. Ce que vous avez vu n'a aucun rapport avec le rapport officiel. Cette phrase suffisait. Laurent fit un pas en avant. Ils sont vivants. Non, l'interrompit l'homme. Ils ne sont pas là. Le ton était désormais plus ferme. Et quoi qu'il y ait là-dedans, ça ne doit pas sortir. Le poids de ces mots planait dans l'air. Laurent comprit. Il ne s'agissait pas d'une opération de sauvetage, c'était une question de retenue. Entre-temps, un autre problème a commencé à apparaître. Marc, l'entraîneur qui était parti, n'était plus au camp. Personne ne l'a vu partir. Son matériel était toujours là, mais il ne l'a pas fait. Laurent sentit un frisson d'un autre genre parcourir son corps. « Il y est retourné », dit-elle, presque automatiquement. Personne n'a répondu. Mais tout le monde savait que c'était possible. Sans perdre une seconde, Laurent reprit son équipement. « Si vous partez d'ici maintenant, vous ne reviendrez pas », dit l'homme d'un ton sévère. Laurent marqua une pause d'1 seconde. « Si je ne pars pas, il ne reviendra pas. » Et il est parti. L'ascension fut plus rapide, motivée par l'urgence. Mais quelque chose avait changé. Le vent s'était levé. La neige tombait de façon irrégulière. « Je suis... » Même de l'extérieur, on pouvait déjà l'entendre, faible, mais présent. Lorsque Laurent arriva au bâtiment, l'ouverture était plus grande, instable, comme si quelque chose s'était introduit de l'intérieur vers l'extérieur. Il est rentré à l'intérieur, cette fois sans hésitation. L'intérieur était plus lumineux. Les lignes sur les murs pulsaient avec une intensité accrue, et les empreintes, ce n'étaient plus seulement des points d'entrée. Des marques se détachaient. Laurent s'avança rapidement vers l'espace central. Et ça s'est arrêté. Les silhouettes n'étaient plus immobiles. Ils étaient plus près de l'entrée, comme s'ils bougeaient, lentement, coordonnés. Marc était là, debout, frais, tout comme le premier homme. Laurent s'approcha avec prudence. Marc, aucune réponse. Marc, son corps a bougé. Lentement, se retourner. Les yeux étaient ouverts, mais vides. La même expression, la même présence, absent. Laurent recula d'un pas. « Non, ne faites pas ça. » Marc s'avança. Le mouvement n'était pas agressif, mais ce n'était pas humain non plus. C'était guidé. « Toi aussi, tu as entendu ?» dit Marc, la voix encore tremblante. Laurent secoua la tête. « Nous devons partir d'ici. » Marc inclina légèrement la tête. « Ce n'est pas nécessaire. » Les autres silhouettes commencèrent à s'approcher. Le son s'est amplifié. L'espace semblait vibrer autour d'eux. Et alors, pour la première fois, Laurent vit clairement le centre de la structure, ce qui n'était autrefois qu'une présence indistincte. Maintenant, cela avait pris forme. Ça ne reste pas fixe, mais perceptible, comme une masse qui se réorganise constamment. Et de sa part, les files d'attente sont arrivés, les murs. Oh oui, je le suis, tous. Laurent comprit à ce moment-là. C'était bien plus qu'une simple machine. C'était quelque chose qui impliquait d'utiliser des personnes. Je les ai gardés, il les a reproduits. Et peut-être, j'ai appris d'eux. Marc fit un autre pas. Laurent ne réfléchit plus. Il se retourna et courut de nouveau. Mais cette fois, quelque chose a changé. Les silhouettes commencèrent à le suivre. Pas vite, mais constant. Sans escale, sans hésitation.
Lorsqu'il est sorti du bâtiment, le vent était déjà suffisamment fort pour réduire la visibilité, mais pas suffisamment pour masquer ce qui allait suivre. Silhouettes, émergeant lentement de l'ouverture, l'un après l'autre, et il n'était plus pris au piège dans la glace. Laurent n'a cessé de courir que lorsqu'il s'est trouvé à une distance de sécurité de la structure. Mais pour la première fois, depuis qu'il avait commencé à escalader dans cette région, il savait que le mot « sécurité » ne voulait plus rien dire. En se retournant, il vit les silhouettes émerger lentement de l'ouverture. Elles ne semblaient pas pressées. Aucun signe d'agression imminente, juste un mouvement constant, inévitable. Cela n'a fait qu'empirer les choses. S'ils attaquaient, il serait plus facile de réagir, mais non. Ils sont tout simplement venus. Laurent s'efforça de poursuivre sa descente, malgré le terrain instable et la visibilité réduite. Chaque pas exigeait une précision chirurgicale. Une erreur signifiait la chute et probablement la mort. Mais pourtant, quelque chose avait changé en lui. Auparavant, il avait réagi. Il réfléchissait maintenant. Ce qui composait cette structure n'était pas aléatoire. Il y avait un schéma. Il y avait de la répétition. Il y avait une intention. Et s'il y avait intention, il y avait un moyen de l'empêcher. Lorsqu'il arriva enfin au camp, la scène était tout à fait différente. L'évacuation était déjà en cours, matériel en cours de retrait, communication intense, des hélicoptères approchent, mais personne ne semblait préparé à ce que Laurent avait apporté avec lui. « Ils partent », dit-il sans embâge. L'homme à la posture rigide se retourna aussitôt. OMS, tout le monde. Un silence immédiat s'installa. « Ce n'est pas possible », Laurent s'avança, confiant. « Je les ai vus. Ils ne sont plus en prison. Ils arrivent par ici. Cette fois, il n'y a pas eu de démenti immédiat. » L'homme regarda un autre membre de l'équipe et fit un petit geste. Quelques minutes plus tard, des jumelles furent pointées vers le flanc de la colline. Et puis, confirmation. Mouvement. Plusieurs chiffres. Descente lente. Le protocole a changé immédiatement. L'évacuation, initialement organisée, est devenue urgente. Mais Laurent ne bougea pas. « Si nous partons maintenant, cela ne finira pas », a-t-il déclaré. L'homme le fixa du regard. « Ça ne vous regarde pas. Maintenant, c'est le cas. » Une pause, court. « Cette chose apprend », poursuivit Laurent. « Elle utilise les gens, elle copie, elle répète. Si elle sort d'ici, il n'avait pas besoin de terminer. » L'homme comprit. Pour la première fois, son attitude changea. « Que suggérez-vous » Laurent prit une profonde inspiration. Voilà la différence. Auparavant, il ne réagissait qu'à l'inconnu. Il devait maintenant l'affronter. « La structure est le centre », a-t-il déclaré. « Tout part de là. Si on la coupe, peut-être que ça s'arrêtera. » Peut-être que ce n'est pas suffisant. Nous le garantissons donc. Le plan a rapidement commencé à prendre forme. Le matériel disponible comprenait des charges explosives utilisées pour le déclenchement d'avalanches. Elles n'étaient pas conçues pour détruire ce type d'ouvrage, mais elles pouvaient suffire à provoquer un effondrement structurel. Le problème était d'y retourner, avec tous ces obstacles. « J'y vais » dit Laurent. « Non » répondit aussitôt l'homme. « Vous en avez assez fait. Je sais comment entrer, je sais où le mettre, et je sais ce qu'il y a à l'intérieur. » Ils se sont regardés dans les yeux pendant quelques secondes. Il n'y avait pas le temps de discuter. Les chiffres étaient plus proches. « 5 minutes, dit l'homme. C'est tout ce qu'il vous reste avant la retraite finale. Laurent acquiesça. Sans un mot de plus, il commença à se préparer. Alors qu'il réglait l'équipement, quelque chose attira son attention. La radio. Un léger sifflement. Constante. Il rapprocha l'appareil. Et il écouta. Ce n'était plus seulement une norme. Il y avait des variations, petites, mais claires, comme l'adaptation. Laurent a immédiatement éteint la radio. Cela l'a confirmé. Cela évoluait. Sans perdre plus de temps, il reprit l'ascension. Cette fois, il n'y a pas eu d'hésitation. Le froid semblait sans importance. La fatigue est secondaire. Chaque étape était directe. But. Les silhouettes étaient désormais éparpillées sur le flanc de la colline. Certaines étaient plus proches de la structure. D'autres se dirigeaient déjà vers le camp, mais aucun d'eux n'a tenté de l'empêcher de grimper. Cela le dérangeait. Très.
Lorsqu'il atteignit l'entrée, il en comprit la raison. L'ouverture était complètement exposée. Pas de glace, sans barrière, comme s'il l'invitait. Laurent entra. L'intérieur était différent, plus actif, plus éclairé. Le son était maintenant fort, presque assourdissant, et les autres personnages furent rassemblés au centre, tous concentrés sur la structure principale, comme s'ils étaient connectés. Laurent l'ignora, mouvement rapide, précision. Il a positionné les charges aux points les plus instables qu'il avait préalablement identifiés. Base, accompagnement, centre d'assistance. Chaque seconde comptait. Pendant que je travaillais, je pouvais sentir l'atmosphère réagir. Le son a changé. La situation devenait de plus en plus intense, plus irrégulier, comme s'il comprenait ce qui se passait. Une fois que ce fut terminé, il ne restait plus qu'à partir. Mais avant qu'il puisse faire le premier pas, le son s'est arrêté, complètement. Silence absolu, Laurent se figea. Et puis, lentement, toutes les figurines se sont tournées en même temps, dans sa direction. Le silence à l'intérieur du bâtiment était pire que n'importe quel bruit. Laurent resta immobile pendant une seconde qui parut une éternité. Tous les regards étaient tournés vers lui. Personne ne cligna des yeux, personne ne respirait. Mais ils étaient tous conscients. Il n'a pas attendu. Il fit demi-tour et courut. Cette fois, il n'y a eu aucun ralentissement de l'autre côté. Les silhouettes se mirent immédiatement à bouger. Plus rapide, plus de coordonnées. Les pas résonnaient derrière lui, synchronisés avec une précision incroyable. Pas un faux pas, pas une hésitation. Ils semblaient tous animés du même élan. Laurent avançait dans l'étroit couloir, sentant les vibrations de la structure s'intensifier autour de lui. Les murs pulsaient, la lumière vacillait, et l'air semblait s'alourdir à chaque mètre parcouru. Il savait qu'il ne s'en sortirait pas indemne s'il était pris là-dedans. Apercevant la sortie, il repoussa ses limites. Il sauta les derniers mètres et atterrit avec force sur la neige, roulant pour retrouver son équilibre. Il se leva immédiatement. Mail. Derrière lui, les premières silhouettes franchissaient déjà l'ouverture. Le vent s'était intensifié. La visibilité était compromise. Mais Laurent n'avait pas besoin de voir très loin. Il connaissait le chemin. Il descendit à un rythme accéléré, ignorant le risque de chute. Sa seule priorité était de prendre de la distance avant la détonation. Tout en courant, il a sorti le détonateur. L'appareil était froid dans mes mains, mais fonctionnel. Il ne s'est pas retourné. Ce n'était pas nécessaire. Je savais qu'ils allaient venir. Je savais qu'ils étaient proches. Et il savait que s'il attendait trop longtemps, je n'aurais pas d'autre chance. Lorsqu'il atteignit un point sûr, ou ce qui s'en rapprochait le plus, il s'arrêta. Il se retourna. À travers la neige, il pouvait distinguer les silhouettes, plus près que je ne l'espérais, plus nombreux. Certains n'étaient plus de simples passagers de l'avion, et ça m'a glacé le sang. Il y avait d'autres solutions, moins définies, moins humains. Comme si ce qui se trouvait dans la structure explorait de nouvelles possibilités. Laurent appuya sur le détonateur. Il ne s'est rien passé. Une seconde. 2. Mon cœur s'est emballé. Il a insisté. Silence. Un frisson lui parcourut l'échine. Échec. Ou des interférences. Il regarda la structure au loin. Les lumières clignotaient encore. Le son était revenu, plus fort, plus agressif. Et alors il a compris. Cela bloquait le signal. S'adapter. Laurent prit une profonde inspiration. La distance n'était plus suffisante. Il n'y avait plus de temps. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui. Il a évalué le terrain, la neige accumulée, les pentes instables. Et puis, il a pris sa décision. Il rangea le détonateur et elle recommença à grimper, direct, rapide, sans escale. Les figures ont changé de direction. Ils venaient maintenant à sa rencontre. Mais Laurent ne fuyait plus. Il se dirigeait droit vers le centre. Le vent s'est levé, rendant chaque pas difficile. La neige commençait à se calmer par endroits, mais il a continué. Lorsqu'il arriva à l'entrée, il n'hésita pas. Il entra. L'intérieur était partiellement effondré. Les murs vibraient d'une intensité irrégulière.
La lumière vacillait de façon chaotique. Je suis... Ce n'était plus la norme, c'était du bruit. Instable, incontrôlé. La structure réagissait. Laurent s'avança jusqu'à l'endroit où il avait placé la charge principale. Il ramassa le détonateur. Et cette fois, il n'a pas essayé de l'activer à distance. Il a établi une connexion directe, manuelle, sans interférence. Derrière lui, les pas se rapprochaient, beaucoup, rapides, coordonnés. Il n'a pas regardé. La connexion vient de se terminer. Il a mis le mécanisme en marche. Et puis, pour la première fois depuis son entrée là-bas, ça s'est arrêté. Il respira, et il regarda le centre de la structure. Il était toujours là, plus visible maintenant, plus actif. La forme instable semblait réagir directement à lui, comme s'il l'avait reconnu, comme s'il comprenait, et pendant un instant, le son s'est arrêté de nouveau. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. Une seule voix s'est fait entendre, pas plusieurs, non fragmentée, clara, directe. Vous pouvez rester aussi. Laurent n'a pas répondu, il serra simplement le détonateur plus fort. Nous avons appris d'eux, poursuivit la voix. Nous pouvons apprendre de vous. Les chiffres étaient déjà proches, très proches. Laurent ferma les yeux un bref instant, et puis il sourit presque imperceptiblement. Pas par confiance, mais par décision. Il ne répondait plus. Je faisais un choix. Et il a fait le seul choix possible. Laurent ouvrit les yeux. Le son revint avec toute sa force, vibrant contre les murs, le sol, à l'intérieur de son propre corps. Les silhouettes n'étaient plus qu'à quelques mètres de lui. Leurs mouvements étaient rapides, précis, inévitables. Mais il n'a pas reculé. Sa main maintenait fermement le détonateur qui était directement relié à la charge. La voix est revenue. Plus près, plus présent. Vous n'êtes pas obligé de mourir. Laurent regarda directement le centre de la structure. La forme instable pulsait plus intensément, se réarrangeant sans cesse, comme pour tenter de se stabiliser devant lui. « Je ne suis pas là que pour survivre », a déclaré Laurent, sa voix ferme pour la première fois depuis le début. Les chiffres se sont arrêtés pendant une seconde. « Assez, je suis là pour vous arrêter. » Un silence brutal mit fin à tout, et puis un événement inattendu s'est produit. La structure a réagi différemment. Pas agressif, pas immédiatement. Elle hésita. Les murs ralentissaient le pouls, la lumière se stabilisa un bref instant, et la voix changea. Moins mécanique, plus de compréhension. S'arrêter n'est pas nécessaire. Laurent n'a pas répondu, mais il regardait. Il était en train d'analyser. « Nous ne détruisons pas », poursuivit la voix. « Nous préservons. » Des images commencèrent à apparaître autour de lui. Ils ne sont pas conçus comme des hologrammes, mais profondément ressentis. Fragments, souvenirs, l'avion, l'impact, mais pas contre une montagne, contre cela, la structure. J'y étais déjà en 1977, caché, enterré, en attendant. « Tu t'es fait piéger », murmura Laurent. Oui, les images ont changé, les passagers, vivants, confus, blessés. On vous fait entrer. Pas par la force, mais par l'influence. Nous l'avons conservé, dit la voix. Nous avons appris, nous nous sommes adaptés. Laurent appuya plus fort sur le détonateur. Vous les avez arrêtés, nous avons évité la fin. La phrase résonna. Et pendant un instant, cela semblait logique. Ces personnes ne sont pas mortes, ils ont été entretenus, conservés. D'une manière ou d'une autre, ils étaient toujours là, mais pas comme ils le devraient. Laurent observa les silhouettes qui l'entouraient. Pour les yeux vides, pour les mouvements sans volonté, ce n'est pas une vie. La réponse est venue immédiatement. C'est la continuité. Les silhouettes se remirent à bouger, plus près, plus rapide. L'hésitation était terminée. « Vous pouvez vous joindre à nous », dit la voix, « et améliorer le processus. » Laurent laissa échapper un petit rire sec. Non. Il regarda une dernière fois vers le centre. Pour ce que j'apprenais, qui l'a copié, cela évoluait, et il comprit le véritable danger. Ce n'était pas ce que j'avais fait auparavant. C'était tout ce qu'il pouvait encore faire. Si je partais de là, si je rencontrais plus de gens, plus de motifs, plus d'humanité à reproduire.
Laurent souleva le détonateur. Vous n'apprenez rien de nouveau aujourd'hui. Les chiffres ont progressé, rapides, coordonnés, à quelques pas de lui. Et puis, il l'a activé. Le temps semblait ralentir. Une impulsion d'énergie parcourut la structure. La lumière a explosé en intensité. Le son s'est transformé en un cri unique et déformé, impossible à identifier. Les murs ont commencé à se fissurer. Les lignes se sont désintégrées. La forme centrale se contracta violemment, comme si c'était une réaction incontrôlable pour la première fois. Les chiffres se sont arrêtés, tous en même temps. Son regard s'est brouillé. Les corps se sont figés. Et puis, ils ont commencé à tomber, un par un, sans coordination, aucun mouvement, sans présence. La structure s'effondrait. Le plafond s'effondrait. La glace qui les entourait se brisa violemment. Laurent resta immobile une dernière seconde. J'observe. Confirmé. Puis il s'est retourné. Mail. Le choc de l'explosion l'a projeté hors de l'ouverture. La neige céda sous leurs pieds. Le monde est devenu blanc. Couture, pression, froid et le silence. Quand tout fut terminé, la montagne avait changé. Le flanc de la colline où se dressait la structure s'est partiellement effondré, recouvrant complètement l'entrée. Aucune trace visible ne subsistait. La neige recommença à tomber lentement, comme si rien ne s'était passé. Quelques heures plus tard, les équipes sont revenues avec prudence. Ils n'ont trouvé aucun corps, ils n'ont trouvé aucune structure. Ils n'ont pas pu trouver Laurent, une zone instable, récemment modifiée, et le silence. Mais quelques jours plus tard, un détail a commencé à circuler. Parmi les objets récupérés dans le camp figurait une radio endommagée, quasi inutilisable. Mais lorsqu'il est allumé, on pouvait encore entendre un son, faible, irrégulier, mais présent. L'opération a été officiellement arrêtée quelques jours plus tard. Le rapport rendu public était simple, direct et rigoureux. L'épave d'un avion disparu en 1977 avait été localisée dans une zone difficile d'accès des Alpes françaises, mais une forte instabilité géologique avait empêché sa récupération complète. Au cours de l'opération, un second accident, un éboulement, avait enseveli une partie de l'équipe, dont l'alpiniste à l'origine de la découverte. Le nom de Laurent Dumas n'apparaît qu'une seule fois, classé comme disparu, pas plus de détails. Pour le public, c'était une nouvelle tragédie en montagne, une autre histoire qui a commencé par la curiosité et s'est terminée dans le silence. Mais cette version n'a pas été acceptée par tout le monde. Étienne Morel fut l'un des rares à insister pour poursuivre sa propre enquête. Il avait vu le carnet, j'ai lu les notes, j'ai écouté l'enregistrement audio restauré et surtout considéré l'expression de Laurent juste avant son ascension finale. Ce n'était pas l'air de quelqu'un qui faisait simplement face à un risque naturel. C'était le sentiment de quelqu'un qui avait compris quelque chose et pris une décision. Dans les mois qui suivirent, Étienne tenta d'accéder aux matériaux recueillis lors de l'opération. Infructueux. Tout avait été classifié, archivé, ou tout simplement supprimé. Mais tout n'a pas disparu. Des copies partielles du carnet étaient encore en sa possession. Et c'est en eux qu'il commença à déceler des schémas qui étaient passés inaperçus jusque-là. Ces notes n'étaient pas de simples enregistrements. Il s'agissait de tentatives de communication. Les chiffres répétés, les phrases fragmentées, tout semblait obéir à sa propre logique, une structure, comme si l'auteur, toujours à l'intérieur de la structure, essayait de laisser des instructions ou des avertissements. L'une des dernières pages contenait une séquence qu'Étienne mit des semaines à comprendre. Ce n'était pas un rendez-vous, même pas une coordonnée commune, c'était un entracte, un cycle. Quand il s'en est finalement rendu compte, il a ressenti un frisson immédiat. La répétition n'indiquait pas quand cela s'était produit. Cela indiquait quand cela pourrait se reproduire. Entre-temps, des rumeurs ont commencé à circuler. Les guides locaux ont commencé à éviter certaines zones de la montagne, non pas à cause du risque d'avalanche, mais à cause de rapports étranges. Les radios subissent des interférences inhabituelles, dysfonctionnement de l'équipement sans explication. Et, dans de rares cas, des silhouettes ont été aperçues au loin. Arrêt.
immobilier. J'observe, rien n'est confirmé, rien d'officiel enregistré, mais suffisamment persistant pour ne jamais disparaître complètement. Le site exact de l'effondrement n'a jamais été rouvert. Les cartes mises à jour ont montré que la zone était trop instable pour être explorée. Des recommandations ont été émises, accès déconseillé, et, avec le temps, l'histoire a commencé à se défaire à nouveau. Archivé, oublié, comme cela s'était déjà produit. Mais Étienne n'oublia pas. Dans sa dernière entrée enregistrée, des années plus tard, il n'a écrit qu'une seule phrase. « Si elle a vraiment été détruite, pourquoi essayez-vous encore de répondre ?» La radio endommagée, dont il avait la charge, continuait d'émettre le même son erratique, faible, mais constant, et certains soirs, légèrement différent, comme si c'était en évolution. 25 ans après la disparition, et des années après l'effondrement qui mit fin à l'opération, un nouvel hiver recouvrait les Alpes de la même apparence silencieuse qu'auparavant. Rien ne semblait différent, aucun signal, sans marque. Puis, après un dégel inhabituel, un alpiniste novice a enregistré quelque chose d'étrange sur un versant isolé. Il ne comprenait pas ce que c'était, il a seulement pris des photos. Sur l'image, partiellement exposée sous la glace, on voyait une surface lisse, sombre, avec de subtiles lignes qui la traversaient, quasiment invisibles, mais organisées. Lorsque la photo a été agrandie, un détail a attiré l'attention. Reflet à la surface. Il y avait une silhouette, debout, derrière l'alpiniste, mais il était seul lorsqu'il a pris la photo. Et maintenant, dites-moi, si vous aviez été à la place de Laurent, auriez-vous fait le même choix ou aurais-je accepté de rester, de découvrir, d'apprendre, même sans en connaître le prix? Cette histoire soulève une question troublante. Et si tout ce qui disparaît n'était pas vraiment perdu? Peut-être. J'attends simplement. Si vous avez apprécié cette histoire pleine de mystères, de suspense et de rebondissements, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous qu'il a vraiment été détruit ou est-il toujours là?